Il s'est passé beaucoup de choses au cours du premier millénaire de l'ère chrétienne. Bien sûr, nous parlons de 1000 ans d'histoire humaine. Si tu te souviens de tes cours d'histoire, tu sauras qu'il s'agit de l'époque de l'ascension et de la chute de l'Empire romain. C'est aussi l'époque où nous sommes entrés dans le sombre Moyen-Âge. Et certains disent que c'est la période d'apogée de la civilisation maya, en Mésoamérique. Mais grâce au progrès technologique, nous pouvons aujourd'hui regarder l'histoire d'une manière bien différente. Tu vois, les archéologues ont trouvé des preuves réelles que la civilisation maya pourrait avoir commencé bien plus tôt, et que depuis son origine, cette civilisation était loin d'être simple. Pour en savoir plus, tu devras plonger dans les forêts tropicales du Guatemala. Prêt pour la balade? Les forêts tropicales sont denses et difficiles d'accès. Si tu étais archéologue, tu les trouverais également très menaçantes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes restés si longtemps dans l'ignorance au sujet des Mayas. Mais regarde un peu ça. Tu t'attendrais à voir des ruines de ce genre au Portugal, en Angleterre ou aux États-Unis. Je parle de ces routes de 40 mètres de large, peintes en blanc, pour aider les voyageurs à se déplacer la nuit. À titre indicatif, ces routes faisant environ la moitié de la taille d'un terrain de football américain. Enorme, les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de 160 vecinos de satanistiques de routes similaires, et ils pensent qu'elles détiennent devant les toutes premières ruines mayas répertoriées à ce jour. Ces routes, qui traversaient parfois des terrains marécageux et pouvaient même être surélevées, sont en quelque sorte les premières autoroutes du monde. On ne dispose pas de registres répertoriant les véhicules à traction animale, mais on pense que ce réseau reliait entre elles 964 localités mayas. C'était comme une immense toile d'araignée. Et d'après ce que les archéologues ont trouvé, ce réseau constituait un système d'interactions économiques et sociales. Cela bat complètement en brèche l'idée traditionnelle selon laquelle la période préclassique maya, que l'on situe entre 1000 et 350 avant notre ère, était constituée de petites colonies tribales. Imagine la main-d'œuvre et les capacités d'ingénierie qu'il fallait pour construire des autoroutes comme ça. Les scientifiques y pensent que ces chaussées furent construites à peu près de la même façon que les pyramides. Si ces gigantesques ouvrages architecturaux t'intéressent, ne t'inquiète pas, nous en parlerons dans quelques instants. Les scientifiques pensent que ces routes furent bâties avec un mélange de boue et de pierres de carrière, et avec plusieurs couches de calcaire aussi, bien sûr. Les chercheurs n'ont pu découvrir tout cela que grâce à une toute nouvelle technologie d'imagerie. Tu sais qu'on a utilisé la technologie du sonar pour cartographier le fond de l'océan? Eh bien, cette technologie est très similaire. Mais au lieu d'utiliser des sons, elle utilise des lasers. Ce système permet aux chercheurs de voir à travers l'épaisse voûte forestière, un peu comme un vision à rayons X. Cela a incontestablement changé la donne. On a commencé à exhumer les cités mayas au milieu du XXe siècle. Depuis, des ruines de villes telles que Tikal, Palenque et Uxmal ont été redécouvertes. Mais revenons quelques instants en arrière pour situer le contexte. Les Mayas étaient l'une des plus grandes civilisations précolombiennes d'Amérique. Jusqu'à présent, les experts pensaient qu'à son apogée, cette civilisation comprenait plus de 40 villes, avec une population de plusieurs millions de personnes. Ça fait beaucoup de monde. Son territoire s'étendait sur la péninsule du Yucatan, au Guatemala et au Belize. Et il survivait principalement grâce à l'agriculture. Mais cette péninsule était un endroit très hostile aux cultures. Les Mayas durent donc mettre au point un système d'irrigation complexe dans leurs villes. Ils construisirent des bâtiments cérémoniels, des pyramides, des places et même des terrains pour jouer au ballon. Les Mayas furent peut-être de grands bâtisseurs de pyramides, mais ils développèrent aussi un système astronomique avancé. Avec la technologie dont ils disposaient, ils étaient capables de prédire l'emplacement exact de planètes telles que Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Jetons maintenant un coup d'œil à certains de leurs sites. Voici Tikal. Situé au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal aurait été la capitale de l'ancien empire maya. À son apogée, son importance était comparable à celle de villes comme Londres ou New York dans le monde d'aujourd'hui. Il est composé de plusieurs monuments. Au total, le site compte 12 000 bâtiments. L'Acropole Nord est le plus ancien complexe de monuments de Tikal. Construite uniquement de main d'homme vers 350 avant notre ère, elle servait de lieu de repos aux rois et aux chefs. Ces monuments mesurent jusqu'à 60 mètres de haut,
À l'époque, les pyramides à degrés étaient peintes d'un beau rouge. Les Mayas adoraient cette couleur. Aujourd'hui, bien sûr, il ne reste que le calcaire. Nous avons dit que l'empire Maya s'étendait sur plusieurs pays. Il n'est donc pas surprenant que Chichén Itzá se trouve aujourd'hui à 10 heures de route de Tikal. Il n'y avait pas de querelle entre ces sites. Il s'agissait simplement de centres-villes différents. Un peu comme New York et Los Angeles. On y trouve l'une des pyramides les mieux préservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité Maya a plus de 1500 ans. À son apogée, elle abritait 35 000 personnes. Le site s'étend sur une superficie de 10 km². Son centre est El Castillo, un énorme temple en escalier d'une hauteur de 25 mètres. Sa caractéristique principale est qu'il comporte 91 marches sur chacun de ses 4 côtés. En comptant la plateforme supérieure, cela fait 365 marches. Le même nombre de jours que dans l'année solaire. Ça donne à réfléchir. Et voici la cité perdue de Palenque. Cette autre cité maya aurait accueilli plus de 6000 personnes à son apogée. Les archéologues ont fait de curieuses découvertes sur ce site. La plus étrange fait immédiatement penser à Indiana Jones et à Tomb Raider. L'un des bâtiments de cette cité serait la dernière demeure de la Reine Rouge de Palenque. C'était la grand-mère du dernier roi maya. En son honneur, un énorme monument fut construit pour conserver son corps après son décès. La découverte de la tombe elle-même fut un événement passionnant. Les archéologues ont trouvé un ancien monument en creusant sur le site en 1994. Ils ont tout d'abord vu une pièce avec une porte cachée. En ouvrant cette porte, ils sont tombés sur un couloir de 2,5 mètres de long. Au bout de ce couloir se trouvait la chambre de la reine. Et à l'intérieur, la momie de la reine elle-même. Ils l'ont trouvée accompagnée de ses perles, de ses coquillages de jade et de ses pierres précieuses. Mais en explorant les vestiges, l'équipe a remarqué quelque chose d'étrange. La pièce était remplie d'une poudre de couleur rouge. Les chercheurs savaient que cette couleur était importante pour les Mayas. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi la reine avait été enterrée avec cette substance inconnue. Ils en ont ramené un échantillon qu'ils ont analysé et ont découvert que cette poudre était du cinabre, un minéral très dangereux. Lorsqu'elle est inhalée, elle peut causer de graves dommages à la santé. L'équipe a conclu qu'il ne pouvait y avoir que d'un piège pour quiconque tenterait de voler ces trésors, une vraie malédiction. Une chose qui a toujours troublé les chercheurs est le manque de données concernant le déclin de cet empire tout-puissant. Quelle aurait pu en être la cause? La sécheresse? Une maladie? De nouvelles recherches menées en 2017 ont tout de même permis de faire la lumière sur cette question. À partir de données recueillies à Saïbal, un site situé au sud-ouest de Tikal, les scientifiques ont analysé des céramiques et autres objets exhumés lors de fouilles archéologiques afin d'en savoir davantage sur la disparition inexpliquée de cette civilisation. Ces informations ont montré qu'au lieu d'un effondrement soudain, les Mayas auraient disparu à la suite de plusieurs périodes d'instabilité sociale et de crise politique. Ces événements auraient détérioré les centres-villes et provoqué la dispersion de la population. Et toi, que penses-tu de tout cela? L'histoire raconte que 2 jumeaux mayas adoraient les jouer au ballon. Bien sûr, ils étaient très doués, mais ils faisaient aussi beaucoup de bruit en jouant. Les seigneurs de la mort se sont vite montrés gênés par ce bruit et ont convoqué les 2 garçons à un endroit que les Mayas appelaient Xibalba. Dès que les garçons sont arrivés à leur lugubre destination, les seigneurs de la mort ont commencé à leur faire passer une série de tests. Très vite, les jumeaux inexpérimentés ont échoué aux tests et ont perdu la vie. Mais ce n'était pas en vain. Ce triste événement a donné naissance à un bel arbre fruitier. Très vite, une jeune femme a vu un beau fruit sur cet arbre et s'est approchée pour le cueillir. La légende raconte que peu de temps après, elle a donné naissance à 2 autres jumeaux, Unapu et Ixbalanque. Tout comme leurs ancêtres, ces jumeaux étaient d'excellents joueurs de balle. Mais ils étaient tout aussi bruyants, et les seigneurs de la mort se sont de nouveau agacés. Ils ont alors décidé de demander à cette paire de jumeaux de venir jouer à un jeu dans l'inframonde, pensant ainsi se débarrasser d'eux. Lorsque les jumeaux sont arrivés, les seigneurs les ont fait passer par un certain nombre d'endroits effrayants. Le premier était la maison des ténèbres, qui était très sombre. Ils ont ensuite traversé la maison des couteaux,
où ils devaient éviter de se blesser. Les jumeaux ont ensuite fait un feu dans la maison du froid pour ne pas geler et ont traversé la maison des jaguars, où ils ont réussi à persuader les animaux de ne pas les manger. Enfin, ils sont entrés dans la maison des chauves-souris, où ils semblèrent avoir perdu leur chance. L'une des chauves-souris a réussi à s'enfuir avec la tête de Hunahpu. Les seigneurs ont alors défié les jumeaux de jouer à la balle avec eux, mais les garçons étaient clairement désavantagés. Ixbalanque a placé une tortue sur les épaules de Hunahpu pour lui remplacer la tête qu'il avait perdue, et ils ont commencé à jouer. Alors que les seigneurs étaient distraits par un animal près de la cour, Ixbalanque a volé la tête de son frère et l'a remise à sa place. Aux grandes dames des seigneurs, les jumeaux ont alors réussi à égaliser la partie. Hunahpu et Ixbalanque ont continué à jouer une série de tours aux seigneurs de l'inframonde. L'un d'entre eux impliquait que Ixbalanque blesse Hunahpu, puis le ramène à la vie. Les seigneurs ont été tellement impressionnés par la performance des jumeaux qu'ils leur ont demandé de leur faire le même coup. Bien entendu, les jumeaux ont accepté. Mais après avoir exécuté leur tour sur certains des seigneurs, ils ont refusé de les ranimer. Voyant ce qui venait de se passer, les seigneurs de la mort ont reconnu leur défaite et ont demandé la vie sauve, promettant de ne plus jamais intervenir dans la vie des gens. Hunahpu et Ixbalanque étaient heureux d'avoir vengé leurs ancêtres et gagné le respect des seigneurs. La légende raconte que les seigneurs du ciel furent si impressionnés par les jumeaux qu'ils les emmenèrent vivre dans le ciel en transformant l'un en la lune, l'autre en le soleil. La civilisation maya a été l'une des sociétés indigènes les plus dominantes de l'histoire. Leur folklore et leurs traditions sont encore découverts et étudiés aujourd'hui. Les Mayas vivaient sur un territoire appelé Mésoamérique. Il s'agit de l'actuel Mexique et d'une partie de l'Amérique centrale, comme le Guatemala, le Belize, le Honduras, la péninsule du Yucatan et le Salvador. Ils ont vécu de 1800 à 900 avant notre ère et jusqu'à 900-1500 après notre ère. Outre leurs légendes impressionnantes, les Mayas étaient des inventeurs très habiles. Ils sont connus pour leur calendrier, leur système d'écriture, leurs méthodes agricoles et leur sport. Leur écriture, par exemple, a été retrouvée gravée sur des bâtiments et des monuments en pierre, ainsi que dans des livres rares et des poteries. Il s'agit d'un système composé de plus de 800 hiéroglyphes aux combinaisons variées. Chacun de ces signes représenterait une syllabe. Leur système d'écriture a été déchiffré par accident par Tatiana Proskouriakov, une Américaine qui avait d'abord étudié pour devenir architecte. N'ayant pas trouvé de travail dans son domaine, elle est finalement devenue une mayaniste à part entière, bien qu'elle n'ait pas reçu de formation académique. Aliédik a été la première à remarquer que le glyphe maya grenouille renversée signifiait naissance, et que le glyphe mal de dents indiquait la date à laquelle le roi montait sur le trône. Cela a permis aux scientifiques de déterminer plus facilement les dates de naissance et les noms des souverains d'une dynastie maya donnée. Ils ont également inventé le concept de zéro, qui est considéré comme l'une des plus grandes innovations des mathématiques, de la physique et de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, même à cette époque, les gens comprenaient l'idée de ne rien avoir. Mais le concept de zéro en tant que nombre est une invention relativement récente. Un fait amusant à propos des Mayas est qu'ils aimèrent beaucoup les chapeaux. Plus leurs chapeaux étaient grands, plus ils étaient importants. Non seulement c'était une sorte de mode, mais cela leur donnait aussi l'impression d'être plus grands de taille, ce qui était très important pour leur esthétique. Les Mayas ont également élaboré l'un des calendriers les plus complexes de l'histoire de l'humanité. C'est le premier à utiliser le zéro comme valeur de remplacement. Leur calendrier s'est terminé le 21 décembre 2012, ce qui a amené certaines personnes à croire qu'il s'agissait de la fin du monde. Ce n'était évidemment pas le cas. Il se trouve que cette date coïncidait avec la fin d'un cycle d'années maya. Mais tu sais, même s'ils étaient très avancés en sciences et en astronomie, ils ont commis quelques erreurs. L'une d'entre elles consistait à croire que le monde était plat. Selon leur théorie, les 4 coins du monde étaient surveillés par les frères seigneurs qui empêchèrent le ciel de tomber sur leur terre. Mais il faut tirer un grand coup de chapeau à leur menu, car ils étaient des mangeurs de chocolat bien connus. Ils ont fait de la dégustation de chocolat une forme d'art. La boisson qu'ils préparaient ne ressemblait pas vraiment au chocolat chaud que nous apprécions aujourd'hui. Leur recette consistait à mélanger le cacao avec de l'eau, du miel, du piment, de la farine de maïs et d'autres ingrédients pour obtenir une boisson mousseuse et épicée.
le rituel de la consommation de cacao était un élément essentiel de leur célébration. Nous n'avons pas fini de découvrir tous les aspects étonnants de leur architecture et de leur civilisation. Il y a quelques années seulement, une pyramide maya a été découverte à Tonina, dans l'état mexicain du Chiapas. On estime qu'elle a plus de 1000 ans. Si elle a échappé si longtemps aux archéologues, c'est parce qu'elle était cachée sous ce que l'on croyait être une colline naturelle. Les ruines de 2 cités mayas ont été récemment découvertes dans l'état mexicain de Campeche. Pourquoi ne les avait-on pas découvertes jusqu'à présent? Parce qu'elles étaient cachées par une végétation très dense, ce qui rendait leur accès difficile aux archéologues. Les Mayas n'ont pas simplement disparu. Leurs descendants sont toujours là aujourd'hui, et nombre d'entre eux ont choisi de vivre sur les terres de leurs ancêtres. On les trouve par exemple au Guatemala, où les Mayas constituent que la majorité de la population. Globalement, l'ethnie Maya regroupe des personnes qui parlent différentes langues mayas, comme le yucatèque, le quiché, le quechua ou le mopan. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était une journée de spa, mais les Mayas aimèrent bien transpirer de temps en temps. Des huttes à sudation ont été découvertes autour d'anciens sites mayas. Elles étaient construites en pierre ou en adobe. Ces salles constituaient un élément essentiel de leur rituel de purification et de soins de santé. L'une des plus anciennes huttes à sudation a été découverte à Coelho, dans le nord du Belize, et semble remonter à 3000 ans. L'un des éléments les plus importants de la culture maya était un jeu de balle qu'ils appelaient pits. Il avait une signification à la fois politique et spirituelle. On peut voir des terrains de jeu de balle dans des parties importantes des sites archéologiques mayas. Le but principal du jeu était de faire passer une balle en caoutchouc à travers un cerceau de pierre très haut, sans utiliser les mains. En fait, il s'agissait d'une combinaison de football et de basketball. Cependant, ce jeu pouvait avoir de graves conséquences. Le perdant risquait même parfois de perdre la vie. Des enjeux considérables, en effet. En raison de ce jeu et du besoin de balles rebondissantes, le peuple maya a été l'une des premières cultures à utiliser le caoutchouc. Il le fabriquait à partir de latex naturel. Il existait différentes sortes de caoutchouc en fonction des substances naturelles avec lesquelles le latex était mélangé. Vous venez de terminer votre visite touristique d'Édimbourg, en Écosse. Ça a duré un peu moins d'1 heure et vous en voulez encore. Vous demandez à votre guide s'il y a autre chose à voir. Et il commence à vous parler d'une mystérieuse ville souterraine. Vous l'interrogez sur le temps nécessaire pour vous y rendre et vous êtes stupéfait par la réponse du guide. Vous vous trouvez au-dessus. Elle est juste sous vos pieds, South Bridge, mais vous y étiez il y a quelques minutes et vous n'avez pas remarqué d'énormes flèches pointant vers le bas. C'est donc là que le mystère commence. Notre histoire débute au milieu du XVIIIe siècle. La capitale écossaise n'était pas aussi grande qu'elle l'est aujourd'hui, avec ses 5000 habitants. Seules 6000 personnes vivaient aux abords du château d'Édimbourg. Toutes étaient entassées à l'intérieur d'une enceinte médiévale. Et on dit que nos villes actuelles sont surpeuplées. Imaginez les conditions de vie à l'époque. Les murs étaient hauts, et il y avait donc peu de lumière naturelle. Certaines maisons avaient jusqu'à 14 étages. Des vaches se promenaient dans les ruelles étroites et sinueuses, et elles y laissaient leur déjection. La situation était telle que Daniel Defoe, le célèbre écrivain anglais, a noté « Je crois qu'aucune ville au monde n'a autant d'habitants pour aussi peu d'espace. » Oui, nous parlons de l'auteur de Robinson Crusoe. Eh bien, quelque chose devait être fait, et la solution a été de construire 2 longs ponts au nord et au sud de la ville. Les noms qu'on leur a donnés ne débordaient pas spécialement de créativité, North Bridge et South Bridge. Le pont septentrional a été achevé en premier. Puis, en 1785, la construction du 2e pont a débuté. Il devait relier la principale rue piétonne qui se trouvait au nord aux bâtiments universitaires du sud d'Édimbourg. Mais ne voyez pas cette construction comme l'un de nos ponts modernes jetés en travers d'un cours d'eau. Il s'agissait d'un viaduc, un type de pont qui relie 2 collines en franchissant une vallée. Le mot viaduc nous vient du latin, les Romains étant pionniers dans la construction de pareilles structures. Rome, la capitale de l'Empire, avait d'ailleurs été construite sur 7 collines. Et juste pour faire comme elle, Édimbourg s'étendait également sur 7 reliefs. Seuls 2 sont encore visibles aujourd'hui car la ville n'a cessé de s'agrandir. La construction de South Bridge, au XVIIIe siècle, a été un véritable tour de force d'ingénierie. Il n'a fallu que 3 ans à ses constructeurs pour l'achever, entre 1785 et 1788. 19 arches de pierre enjambaient un gouffre pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres de profondeur. Et sa longueur ?
Plus de 300 mètres. Impressionnant, même selon nos critères actuels. Mais qu'a à voir ce viaduc vieux de 2 siècles et demi avec une ville souterraine? Eh bien, c'est lui la ville. Car voyez-vous, Southbridge a été conçu pour être creux. Lorsque vous arpentez cette rue aujourd'hui, il y a en réalité une énorme cavité, faite par l'homme, sous vos pieds. Un nom populaire pour cet enchaînement de chambres souterraines est The Edinburgh Vaults. Mais quelle était la fonction de cet espace? Et y a-t-il encore quelque chose ou quelqu'un là maintenant? Prenons les choses dans l'ordre. L'idée originale des constructeurs était que ces voûtes servent de boutique aux marchands. Au début, tout se passait bien. Les commerçants utilisaient un total de 120 arcades en guise de boutique et d'entrepôt. On y trouvait des ateliers, des cordonneries et des tavernes. Mais avec le temps, un défaut majeur de conception est apparu. Il y avait des infiltrations dans la pierre et les voûtes étaient constamment humides. Des inondations se sont même produites, car les constructeurs avaient oublié de rendre la structure étanche. Les marchands craignaient donc que l'eau n'endommage leurs précieux fonds de commerce. Et après seulement quelques années, les premiers locataires ont commencé à déménager. Une fois que le commerce légitime a déserté ses voûtes, ce sont les pauvres de la ville qui y ont élu domicile. Et pas que, mais toutes sortes de gens louches. Les historiens ne savent pas grand-chose de cette période, car il n'en existe pas de traces écrites. Mais même les squatteurs ont bientôt dû partir. Comment pouvait-on vivre sous ces voûtes si l'on ne pouvait pas y faire affaire? L'endroit était froid et humide, et il n'y avait pas de ventilation, d'assainissement des eaux ou de lumière naturelle. Ça sentait vraiment mauvais. Le pire cauchemar de tout agent immobilier. 30 ans seulement après leur achèvement, les voûtes de Southbridge ont fini par être abandonnées une fois pour toutes. Mais au niveau de la rue, la vie se poursuivait comme d'habitude. Les autorités ont choisi de combler les voûtes de décombres pour des raisons de sécurité. Enfoui et oublié, le souvenir d'un quartier marchand, autrefois grouillant d'activité à Édimbourg, s'est lentement estompé dans l'esprit des gens. C'est là que l'histoire devient un peu étrange. Dans les années 1980, un joueur de rugby écossais nommé Norrie Rowan a découvert par accident un tunnel menant aux voûtes. L'athlète n'a pas perdu de temps et a commencé à y effectuer des fouilles avec l'aide de son fils. Plusieurs tonnes de décombres et une décennie plus tard, les voûtes de Southbridge retrouvaient leur gloire d'antan. Enfin, pour ainsi dire. Elles étaient de nouveau sombres et humides, comme elles l'avaient été au XVIIIe siècle. De nombreuses découvertes intéressantes ont été faites dans cette ville souterraine. Les voûtes étaient jonchées de coquilles d'huîtres, qui constituaient le régime alimentaire standard d'un membre de la classe ouvrière d'Édimbourg à l'époque. D'autres trouvailles, telles que des chaussures et des bouteilles vides, suggéraient que des gens avaient réellement vécu dans ces lieux oppressants. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez un étudiant occuper un garage en guise d'appartement. Ainsi, votre guide avait dit vrai. Il y a vraiment une ville cachée sous les rues d'Édimbourg. Enfin, au moins une de ces rues. Vous redescendez à présent High Street, la principale rue piétonne, en direction de Cowgate. Vous levez les yeux, et la voilà. La seule arche visible de ce pont autrefois impressionnant. Vous recherchez en ligne un moyen de réserver une visite de ces voûtes. Vous devez absolument voir cet endroit de vos propres yeux. Mais la capitale écossaise n'est pas la seule ville au sous-sol mystérieux. La région historique de Cappadoce, en Turquie centrale, ne cache pas moins de 36 villes sous sa surface. La plus grande et la plus impressionnante, celle de Derinkuyu, n'a été découverte qu'en 1963. Elle a été construite au 8e siècle, pendant l'ère byzantine, pour protéger la population locale des envahisseurs. Nous avons des structures similaires faites de béton dans nos villes modernes, mais l'échelle de la ville souterraine turque est proprement impressionnante. On y compte plusieurs niveaux, comme dans un parking. Les cavernes et les tunnels se situent à 60 mètres en dessous du sol. Cela représente les 2/3 de la hauteur de la Statue de la Liberté. La ville pouvait accueillir 2 milliers de personnes à tout moment, en plus du bétail et des vivres. La bonne odeur. 2000 représente l'affluence moyenne d'un match de football en Ligue 1 aujourd'hui. Vous voudrez peut-être faire un crochet par l'un de ces endroits la prochaine fois que vous irez en Turquie. La plupart de ces villes souterraines de Cappadoce se trouvent dans des zones rurales. Ça semble logique, non? Après tout, elles ont été creusées pour servir de cachette. Mais en Europe, il existe une ville dont le labyrinthe souterrain rappelle les voûtes d'Édimbourg. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Pilsen, en République tchèque. Mais attendez une seconde. Il ne sera pas question de leur célèbre bière locale. C'est l'histoire d'une ville médiévale qui a survécu sous les rues de Pilsen.
Ces puits, ces caves et ces tunnels s'étendent sur plus de 20 km. Les artisans et commerçants utilisaient les souterrains historiques de Pilsen comme entrepôts, pour l'eau, la nourriture, la glace. Tout ce que vous pouvez imaginer. Ces canalisations sont assez impressionnantes. Les historiens estiment qu'il y aurait 360 puits en dessous du centre historique de Pilsen. En période de conflit, ces passages servirent de refuge à la population locale. Ils ne souffraient certainement pas de la soif là-bas. Aujourd'hui, ce sont principalement les touristes qui visitent ces mystérieuses villes souterraines. Mais au Canada, il y en a une où les gens vivent et travaillent. Il s'agit du réseau de Montréal. La construction de ce réseau piétonnier souterrain a commencé en 1962. L'idée initiale était de séparer la population du trafic automobile. Une façon sympathique de dire que la municipalité construisait alors une station de métro. L'idée a fait son chemin et le projet s'est élargi. Aujourd'hui, c'est un véritable labyrinthe urbain caché en dessous du centre-ville. Besoin d'un endroit où dormir? Il y a des hôtels là-bas. Envie de manger un morceau? Pénétrez dans l'un des restaurants souterrains. Des boutiques en tout genre, une bibliothèque, des cinémas. La liste est longue. Il y a même des complexes résidentiels. Mais comment les gens peuvent-ils vivre sous terre? Facile. Bien que la ville elle-même se trouve en dessous, les points d'accès sont au niveau de la surface. Vous pouvez ainsi entrer dans ce réseau de tunnels, long de plus de 30 km, par plus de 120 endroits. C'est une autre forme d'antipode. Oups, désolé, l'Australie. Pendant plus de 3000 ans, le masque d'or du pharaon Toutankhamon est resté caché dans la vallée des rois. Cet artefact, qui mesure environ 54 cm de haut, témoigne de l'habileté et de l'art des anciens Égyptiens. Mais personne ne s'attendait à ce que les rayons X révèlent son plus grand secret. Le roi Toutankhamon a été le dernier souverain de sa famille au cours de la 18e dynastie. Il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans, mais n'a régné que 10 ans avant de s'éteindre inopinément. Pour être honnête, dans l'Égypte ancienne, il a été oublié par les souverains qui lui ont succédé. Son tombeau n'était pas très important pour eux, à tel point que même les pilleurs de tombes l'ont oublié. Cela peut sembler un peu triste, mais en réalité, c'est une excellente nouvelle pour nous. Comme son tombeau était pratiquement oublié, il a fini par être parfaitement préservé. Alors que les autres tombes de la vallée des rois ont été pillées, la sienne est restée scellée et intacte. Ainsi, lorsqu'elle a été découverte en 1922, elle contenait plus de 5000 objets précieux. Cela a fait de Toutankhamon une célébrité instantanée et l'un des pharaons les plus connus de notre époque. Parmi ces trésors se trouvait la pièce la plus étonnante, son masque d'or. Ce masque est censé être l'image exacte du visage du roi, ou du moins était-il censé l'être, mais nous y reviendrons plus tard. Le but de cette représentation exacte de son visage était de s'assurer que son âme le reconnaîtrait dans l'au-delà et reviendrait dans son corps momifié. Selon les anciennes croyances égyptiennes, cela lui permettrait de continuer à vivre dans l'au-delà. Le masque semblait avoir été incroyablement difficile à réaliser, mais sa réelle complexité n'a été révélée que bien des années plus tard. Les premières radiographies du masque ont été réalisées en 1967. À l'époque, ces scans étaient menés principalement motivés par des raisons pratiques. La conservation. Le masque partait pour une exposition à Paris. C'était la première fois qu'il quittait l'Égypte. Ces images permettraient de constater les éventuels changements survenus au cours de l'exposition. En outre, elles pouvaient donner des indications sur la manière dont le masque avait été fabriqué. Mais à l'époque, on ne se rendait sans doute pas bien compte de la complexité de sa construction. Les orfèvres égyptiens n'utilisaient pas les techniques de soudure modernes. Alors, comment ont-ils fabriqué ce masque? De nouvelles radiographies effectuées en 2007 nous ont apporté quelques réponses. Il s'avère que les Égyptiens n'utilisaient pas d'or pur, qui est de 24 carats. Le masque était en fait réalisé en or 23 carats, c'est-à-dire mélangé à un autre matériau. Les spécialistes ont ainsi découvert que ces feuilles d'or contenaient une petite quantité de cuivre, un métal rouge-brun. Cette opération visait probablement à rendre le matériau plus souple et plus facile à façonner. Ils modelaient ensuite les feuilles d'or en les chauffant et en les martelant à plusieurs reprises. Mais le masque renferme un autre secret qui n'a été découvert qu'en 2015. L'année précédente, le personnel du musée égyptien du Caire préparait l'exposition du masque lorsque sa longue barbe fut accidentellement arrachée. Selon un autre scénario, la barbe se serait détachée au fil du temps et serait tombée toute seule. Quoi qu'il en soit, le fait que la barbe du roi Toutankhamon se soit détachée a causé beaucoup de tension.
Après tout, il s'agit de l'une des plus grandes attractions touristiques du Caire, et les experts devaient donc régler le problème très rapidement. Le processus de restauration a commencé par un relevé détaillé de l'état du masque. Pour ce faire, ils ont dû effectuer un scan tridimensionnel complet de l'artefact. Et par hasard, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant à l'intérieur. Dans la barbe royale se trouve un tube en or, une structure intrigante que les Égyptiens ont probablement utilisée pour attacher la barbe au reste du masque. Cela prouve une fois de plus que le processus de fabrication de ce masque était encore plus complexe que ne le pensaient les experts. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Vous vous souvenez que nous avons dit que le masque était censé représenter parfaitement le visage du roi Toutankhamon? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Certaines théories populaires suggèrent que le masque n'a jamais été conçu pour lui, et qu'il a été fabriqué pour quelqu'un d'autre. Une étude publiée en 2015 suggère qu'il aurait initialement été confectionné pour une femme pharaon, sa belle-mère supposée, la célèbre et magnifique reine égyptienne Néfertiti. L'indice le plus probant provient d'une inscription sur le masque. À première vue, elle semble bien se référer à Toutankhamon. Mais après un examen approfondi, les chercheurs ont remarqué que quelque chose d'autre avait été écrit sous le nom du roi. Le cachet du nom royal semble avoir été modifié. À l'origine, il portait une inscription que l'on a traduite par « Reine Néfertiti ». Une autre caractéristique du masque d'or de Toutankhamon, passé inaperçu pendant des années, ajoute encore au mystère. Comme nous l'avons déjà mentionné, les experts pensent que les pharaons qui lui ont succédé ne le respectaient pas beaucoup. Les oreilles percées sur le masque sont l'un des indices qui ont amené les archéologues à cette conclusion. Certains chercheurs pensent que le roi Toutankhamon n'aurait pas porté de boucle d'oreille après son enfance. Ainsi, selon leur théorie, lorsqu'il est décédé à l'âge de 18 ans, il n'aurait pas dû être représenté avec les oreilles percées. Cela pourrait également confirmer l'idée que le masque appartenait à l'origine à Néfertiti, ou peut-être à quelqu'un qui n'était même pas lié au roi Toutankhamon. Mais le masque n'est pas la seule source de mystère. En fait, sa tombe entière est truffée d'énigmes. Récemment, des historiens ont découvert un indice indiquant que l'endroit où le roi Toutankhamon était censé être enterré avait été changé à la dernière minute. Pendant des années, les experts se sont demandé pourquoi un pharaon qui a régné pendant 9 ans avait fini dans une tombe aussi simple. Comparé à la grandeur des tombes d'autres pharaons, sa tombe semble un peu ordinaire. L'idée qu'un roi comme Toutankhamon puisse avoir un lieu de repos aussi banal ne correspond pas au pouvoir et à l'importance qu'il devait avoir dans l'Égypte ancienne. Alors, que s'est-il passé? Apparemment, cela pourrait avoir un rapport avec son successeur, le pharaon Haï. Après la mort du roi Toutankhamon, les chercheurs pensent que Haï a fait en sorte de l'effacer de l'histoire de l'Égypte. Une théorie suggère donc qu'il est probablement à l'origine de la décision rapide de placer le corps du roi Toutankhamon dans une tombe plus petite et moins impressionnante. Lorsque les experts ont examiné la tombe d'Haï, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Un grand mur recouvert de peintures représentant des babouins. Il s'agit du même type d'œuvre d'art que celle que l'on trouve dans la tombe de Toutankhamon. Il semble que ce soit la même personne qui ait choisi les œuvres d'art pour les deux tombes. La conception et la décoration des deux tombes sont presque identiques, ce qui suggère qu'une main commune les a réalisées. Mais il y a une différence essentielle. La tombe d'Haï est digne d'un roi. Elle est beaucoup plus grande et plus somptueuse, même si le style et les œuvres d'art sont similaires à ceux du tombeau de Toutankhamon. Cette théorie suggère donc qu'Haï aurait décidé du contenu des deux sépultures. Comme Toutankhamon est décédé subitement à un jeune âge, son grand tombeau n'a pas été achevé à temps. Habituellement, les pharaons entreprenaient la construction de leur tombe de leur vivant, afin de s'assurer que tout soit parfait. Mais Toutankhamon est décédé alors qu'il n'avait que 18 ans, et le temps lui a donc manqué. Et a peut-être profité de la situation pour commander une tombe plus petite pour Toutankhamon et garder la plus grande pour lui. Les experts pensent que cette théorie expliquerait pourquoi la tombe de Toutankhamon est si simple et comment Haï a réussi à effacer sa mémoire de l'histoire si facilement. En fin de compte, l'histoire du masque et du tombeau du roi Toutankhamon est empreinte de mystère et d'intrigue. Chaque nouvelle découverte jette un peu plus de lumière sur ce qui s'est réellement passé il y a tant d'années. Mais une chose est sûre, l'Égypte ancienne a encore bien des secrets à nous livrer. Et le roi Toutankhamon continuera de fasciner les hommes dans les années à venir.
Les autorités d'une ville du nord-ouest de la Pologne ont décidé de construire une tour d'observation dans un parc public. Rien de spécial jusqu'ici, n'est-ce pas? Mais alors, un archéologue local s'est mis à creuser. Et apparemment, il aurait trouvé les vestiges d'un fort. Et pas n'importe quel fort. Le légendaire Jomsborg, ou comme certains l'appellent, le New York médiéval des Vikings. Les découvertes liées aux Vikings sont assez courantes dans cette région. Les archéologues soupçonnèrent depuis longtemps que l'île polonaise de Wollin pouvait être le site de cette ville légendaire, et les habitants y croyaient, eux aussi. Chaque année, ils organisent le plus grand festival viking du continent. Les gens se déguisent et jouent aux Vikings le temps des festivités. La période dont nous parlons est le Xe siècle. Selon les chercheurs, Jomsborg était prospère à cette époque, si elle existait. Mais personne n'en est sûr. Le mystère perdure depuis plus d'un demi-millénaire. Les deux grandes questions qui tourmentent les historiens concernent l'existence et l'emplacement exact de la forteresse. Les premiers documents historiques qui mentionnent la ville remontent au XIIe siècle. Récemment, un disque d'or a été découvert en Suède. Il contenait les noms de Jomsborg et de Harald à la dent bleue. Le nom de famille de cet homme vous dit quelque chose? Eh oui! La technologie Bluetooth que nous utilisons aujourd'hui porte son nom. C'était un roi danois qui, semble-t-il, régna également sur Jomsborg. Les historiens nous disent qu'il a vécu au Xe siècle, juste au moment où la ville légendaire des Vikings atteignait son apogée. Aucune des sources historiques ne mentionne l'emplacement exact de la ville. Les textes anciens décrivent Jomsborg comme un lieu de commerce dynamique développé autour d'une forteresse. La ville comptait des milliers d'habitants et un quai pour l'accostage des navires. Elle devait donc se trouver quelque part le long de la côte sud de la mer Baltique. Mais la section polonaise du littoral est plus de 4 fois plus longue que le Grand Canyon. La ville pouvait être n'importe où dans le Wendland médiéval. Aujourd'hui, cette région est divisée entre l'Allemagne et la Pologne. C'est la Poméranie. Heureusement pour les passionnés d'archéologie, il y a des indices. La ville polonaise qui abrite le fort récemment découvert se trouve près d'une lagune. Selon les sources anciennes, la cité pouvait accueillir des centaines de navires. Les sagas, qui sont des épopées en vieux norrois, estiment le nombre total de vaisseaux à 360. Une lagune est l'endroit parfait pour amarrer une grande flotte. Les eaux y sont très calmes. Il n'y a pas de grandes vagues comme en pleine mer. Et puisqu'on parle de mer, certains pensent que la ville se trouve maintenant sous l'eau. Le site serait situé au large de la côte nord-ouest de l'île d'Usedom. Aujourd'hui, cette zone est immergée. Supposons que Jomsborg ait réellement existé. Qui y vivait? Le nom de ses habitants n'est pas très imaginatif. Les Jomsvikings. Ces personnes sont tout aussi mystérieuses que leur ville légendaire. On parle d'elles dans des sagas et des légendes. Quelques pierres runiques, des pierres dressées, gravées d'inscriptions runiques, mentionnent des batailles auxquelles ces Vikings auraient pris part. L'alphabet runique était utilisé par les peuples germaniques, y compris les Vikings, avant qu'ils n'adoptent l'écriture latine. Et c'est à peu près tout. Il n'existe aucune preuve archéologique prouvant que les Jomsvikings aient réellement existé. Si ces mythes et légendes se révèlent vrais, alors Jomsborg ressemblait vraiment à New York. Toutes les nationalités ayant des liens historiques avec la région y vivaient. Allemands, Slaves et Vikings. Maintenant, gardez à l'esprit que Viking n'était pas une nationalité, mais plutôt une profession. Le centre d'activité des Vikings se trouvait dans l'actuelle Suède et au Danemark. Beaucoup de Vikings avaient des origines aux Scandinaves, mais pas tous. En termes de gènes, ils étaient plutôt mélangés. Les scientifiques ont même trouvé des preuves que certains Vikings venaient du sud de l'Europe. Mais ils ne portaient pas de casques à cornes. Nous devons cette image aux opéras du XIXe siècle. Les vrais Vikings portaient de simples casques en fer équipés d'une protection nasale. Les Jomsvikings étaient un peu comme une fraternité, et comme dans toute communauté, ils devaient obéir à certaines règles. L'une d'entre elles stipulait qu'il fallait être courageux. Si votre adversaire n'était pas plus grand que vous et qu'il n'avait pas de meilleures armes, vous n'étiez pas autorisé à fuir. Cela semble un peu tiré par les cheveux, mais c'était une véritable règle de conduite viking. De plus, ces guerriers ne pouvaient quitter la ville que pour 3 jours maximum. Une absence plus longue nécessitait la permission des anciens. Et il était interdit d'être en conflit avec un autre membre de la fraternité. Pardonner et oublier semblait être la devise des Jomsvikings. Ce sont de bonnes règles, mais Jomsborg n'a pas duré très longtemps.
Elle n'aurait existé que pendant environ 85 ans. C'est la durée de vie moyenne dans l'Union européenne aujourd'hui. En gros, une génération humaine. En fait, toute l'ère viking a été plutôt brève, juste un peu plus de 2 siècles au total. Mais ce temps a suffi pour que de nombreuses légendes naissent. Les Vikings sont omniprésents dans la culture populaire. Il y a eu une série télévisée, Vikings, et un film, The Northman. Même le film d'animation Dragons possède un protagoniste viking. Et toutes ces histoires parlent d'un lieu de la mythologie nordique, le Valhalla. Si Jomsborg est sans doute légendaire, le Valhalla, lui, est totalement fictif. C'est le lieu des guerriers morts au combat. Vous vous souvenez que les Jomsvikings devaient suivre un code d'honneur ? Ils le faisaient dans l'espoir de mériter leur place dans le Valhalla. C'était un endroit splendide. On y mangeait de la viande de sanglier tous les jours, sous un toit fait de boucliers. Le rêve de tout Viking, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas tout. On s'y livrait à des escarmouches quotidiennement. Mais qu'est-ce qui a bien pu motiver les Vikings à adopter une vie de marin ? Il n'y a pas de réponse simple, mais on pense que c'est pour des raisons économiques. Les peuples scandinaves échangeaient des fourrures avec d'autres nations européennes. Et ils ont un jour découvert les richesses qui se trouvaient au sud de leur patrie. Ils savaient que les dirigeants européens ne s'entendaient pas toujours bien entre eux. Alors ils se sont dit qu'ils pourraient autant profiter pour gagner un peu d'argent. Tout ça vous semblera assez moderne. La toute première attaque fut menée par des Vikings norvégiens. Ils traversèrent la mer du Nord jusqu'au nord-est de l'Angleterre. Les Européens furent choqués par l'audace de ces pillards. L'ère des Vikings était sur le point de commencer. Les guerriers du Nord comprirent rapidement que les nations européennes étaient prêtes à payer des sommes conséquentes pour les éviter. Au début du XIe siècle, les Anglais remirent aux Vikings plus de 5 000 € en argent d'aujourd'hui pour qu'ils les laissent en paix. Ils avaient même un mot spécial pour cette taxe. Toute cette richesse ne fit qu'accroître l'appétit des Vikings. Mais tout cela changea en 1066. C'est peut-être la date la plus importante de toute l'histoire anglaise. Cette année-là, le dernier grand roi viking se rendit en Angleterre. Cependant, il ne trouva pas la victoire à Stamford Bridge. Oui, l'endroit où le club de Chelsea joue ses matchs aujourd'hui. Après la défaite du roi norvégien, les attaques diminuèrent. Les Européens étaient une sorte mieux équipés pour se défendre. L'âge des Vikings toucha lentement à sa fin. Mais cela ne signifie pas que les Vikings étaient repartis pour toujours. Ils restèrent en Islande pendant 400 ans. L'île était relativement inhabitée avant leur arrivée au IXe siècle. Et en Angleterre, les Vikings ont laissé de nombreuses traces. Toutes les villes dont le nom se termine par « by » furent un jour colonisées par les Scandinaves. Près de 2000 toponymes, en Grande-Bretagne et en Irlande, sont liés à l'histoire viking. Et savez-vous quelle partie de la France a le plus de noms de lieux d'origine viking ? Eh oui, c'est la Normandie. L'embouchure de la Seine est l'endroit où la majorité des Vikings danois se sont installés au IXe siècle. De là, ils préparaient leurs attaques sur ce qui est aujourd'hui la capitale, Paris. Si une question continue de dérouter les archéologues de nos jours, c'est bien celle-ci. Comment les anciens Égyptiens ont-ils édifié ces pyramides monumentales ? D'après ce que nous savons à ce jour, leurs moyens semblaient plutôt limités, notamment en ce qui concerne les outils et les matériaux nécessaires à la construction. Bien que nous ne disposions toujours pas d'une réponse pleinement convaincante, certaines théories fascinantes méritent d'être examinées. Parmi ces hypothèses, l'une des plus crédibles évoque une méthode ingénieuse employée par les Égyptiens. Imaginez un instant, ils auraient ainsi bâti une rampe inclinée et sinueuse, composée de briques, de terre et de sable, entourant progressivement la pyramide en construction. Au fur et à mesure que l'édifice gagnait en hauteur, ils auraient simplement ajusté la taille et l'étendue de cette structure. Une méthode ingénieuse qui rappelle un jeu de Jenga antique. Mais alors, comment parvenaient-ils à hisser ces blocs de pierre colossaux jusqu'au sommet ? Selon Hérodote, l'éminent historien grec de l'Antiquité, ils auraient eu recours à des traîneaux, des rouleaux et des leviers, transformant ainsi le chantier en une gigantesque épreuve de force collective. Toujours d'après ces récits, il aurait fallu pas moins de 20 années pour achever la pyramide de Khéops, ce chef-d'œuvre emblématique. Hérodote ne s'arrête pas là. Il avance un chiffre stupéfiant, affirmant que 100 000 hommes auraient participé à cet incroyable projet. A-t-on engagé l'ensemble de la population égyptienne ? Probablement pas. Mais il est plausible que la majorité de ces ouvriers ayant été des paysans mobilisés durant la période de crue du Nil, lorsque les travaux agricoles étaient suspendus. Une organisation ingénieuse adaptée au cycle naturel du fleuve. Les archéologues contemporains ont toutefois apporté des nuances à cette vision.
Vers la fin du XXe siècle, des découvertes ont révélé que la main-d'œuvre pourrait avoir été bien moins nombreuse et davantage spécialisée. Au lieu des 100 000 ouvriers supposés, une équipe d'environ 20 000 travailleurs permanents, assistés par un personnel de soutien incluant boulangers, médecins et quelques prêtres, aurait suffi à mener à bien cet exploit architectural. Une autre théorie, pour le moins audacieuse, avançait que les pyramides auraient été bâties de haut en bas. Selon cette hypothèse, ces édifices monumentaux n'auraient été à l'origine que de simples collines isolées servant de carrières. Les pierres en auraient été extraites progressivement, et au fil du temps, des ingénieurs successifs auraient remodelé ces collines pour leur donner la forme des pyramides emblématiques que nous admirons aujourd'hui. Avant de rejeter cette idée comme une pure fantaisie, certains y voyaient une part de plausibilité. Après tout, des collines isolées existent bel et bien dans certains cas, laissant entrevoir une légère possibilité de vérité dans cette hypothèse. Que ce soit à travers la construction de rampes ou des techniques de travail ingénieuses, une chose demeure incontestable. Ces pyramides continuent de fasciner l'histoire et d'alimenter notre imagination. En évoquant les mystères de l'Égypte ancienne, il y a aussi cet immense obélisque inachevé, un vestige intrigant qui suscite de nombreuses interrogations parmi les scientifiques quant à sa méthode de façonnage. Certains pensent que nos ancêtres auraient eu recours à des pilons manuels pour accomplir ce travail colossal. Un spécialiste propose toutefois une interprétation différente. En examinant attentivement les motifs laissés par l'outil utilisé, il souligne une caractéristique intrigante. Les parois des tranchées entourant l'obélisque affichent des stries régulières et bien alignées, ce qui semble improbable si ces marques résultaient uniquement de coups portés par des mains humaines. Selon cet expert, ces striations horizontales sont typiques d'un outil mécanique effectuant des poses régulières tout en retirant la matière. Mais ce n'est pas tout. Imaginez un outil oscillant d'avant en arrière contre les parois de la tranchée, évacuant les débris pour empêcher un rétrécissement progressif. Dans ce scénario, cet outil aurait pu imprimer des stries horizontales particulières aux endroits où il exerçait une pression contre les parois latérales. Cela semble être de la technologie de pointe, n'est-ce pas? Et devinez quoi? Il est peu probable que les Égyptiens de la 18e dynastie aient eu accès à un savoir-faire aussi avancé. Un autre égyptologue renommé, lors de ses explorations, a également découvert plusieurs perceuses à carottes. Bien que les véritables mèches de forage en soient absentes, sa collection renferme des vestiges curieux de carottes en calcaire, en albâtre et même en granit. Les Égyptiens ne se contentèrent cependant pas de ces constructions impressionnantes. En réalité, ils furent les génies à l'origine du miroir portatif. Oui, ce petit miroir que l'on utilise quotidiennement pour inspecter notre apparence. Mais voici l'astuce. Ces miroirs étaient de véritables œuvres d'art. Ils étaient ornés d'inscriptions et de figures décoratives. Ce n'est pas tout. Les Égyptiens prenaient grand soin de leur apparence. Ils comprenaient l'importance de l'hygiène personnelle et de soigner leur image. Dans leur quête de dents éclatantes, ils ont inventé les brosses à dents et le dentifrice. Les problèmes dentaires étaient fréquents à l'époque et leur sourire n'était pas forcément d'un blanc immaculé. L'art dentaire n'était pas leur domaine de prédilection, vous comprenez? Peut-être que leurs esprits étaient plus accaparés par la construction des pyramides. Cela dit, ces anciennes recettes de dentifrice étaient loin d'être inintéressantes. L'une des concoctions les plus originales incluait du sel gemme, de la menthe, des pétales d'iris séchés et du poivre. Quelques dentistes ont eu le courage de tester cette formule et, à leur surprise, elle s'est révélée assez efficace. De la cendre broyée était incluse dans une autre recette pour préparer une pâte nettoyante pour les dents. Mais l'absence de menthe laissait quelque peu à désirer en matière de fraîcheur. C'est alors que les Égyptiens ont eu l'idée brillante d'inventer les premiers bonbons pour la laine. Ils fabriquèrent des pastilles à base d'épices chauffées, comme la cannelle, qu'ils mêlaient à du miel. Passons maintenant à l'art de la décoration intérieure, à la mode égyptienne. Ils ont véritablement élevé l'ornementation à un tout autre niveau. Bien que la décoration du mobilier ait pris naissance en Mésopotamie, les Égyptiens l'ont sublimée. Ils ont misé sur une grande variété de couleurs et ont même créé des papiers de différents grammages. Et n'oublions pas ces petits tapis d'appoint que nous possédons tous chez nous aujourd'hui. Devinez qui en a eu l'idée? Eh bien, les Égyptiens. Ils utilisaient la plante de papyrus, extrêmement versatile, pour tisser ces tapis douillets. Et en parlant de tendance, les Égyptiens étaient de grands amateurs de bibelots. Ils possédaient toute une collection de petites figurines représentant des chats, des chiens et des personnages humanoïdes. Ces statues étaient fabriquées dans divers matériaux,
allant de la boue séchée au soleil jusqu'à l'or. Tout dépendait de votre richesse. L'agriculture occupait une place de choix dans la société égyptienne, et ils comprenaient en bien que l'eau propre était essentielle pour leur culture et leurs bêtes. C'est pourquoi ils ont mis au point des inventions et des techniques visant à garantir la fertilité de leurs terres et le bien-être de leurs plantes. Ils ont d'abord eu l'idée brillante d'utiliser des charrues tirées par des bœufs. Il existait 2 types de charrues, lourdes et légères. La charrue lourde labourait en profondeur, creusant de grands sillons, tandis que la charrue légère suivait, aérant la terre. Mais ce n'était pas tout. Après le labourage, les Égyptiens brisaient les mottes de terre et semaient les graines. Pour bien enfoncer ces graines dans les sillons, ils faisaient traverser leur bétail sur le champ, fermant ainsi efficacement les sillons. Mais tout ce travail serait vain si les graines restaient aussi sèches que le désert. C'est là qu'intervient l'irrigation. Les Égyptiens étaient si compétents dans ce domaine que d'autres civilisations, comme les Grecs et les Romains, ont été forcés d'adopter leur méthode. Maintenant, changeons de sujet et plongeons dans l'architecture splendide de l'Égypte ancienne. Ces bâtisseurs n'étaient pas seulement des experts en agriculture, ils étaient aussi des maîtres architectes. Ils ont construit des canaux raffinés pour acheminer l'eau vers les fermes et villages, et croyez-nous, ils savaient comment embellir ces canaux. Imaginez-vous flâner le long d'un canal bordé de structures décoratives. Le pharaon Ramsès II, surnommé le Grand, était un véritable prodige en matière de construction. L'une de ses créations les plus impressionnantes se trouve à Abou Simbel. Ce temple a été conçu de façon à ce que, 2 fois par an, le soleil pénètre directement dans le bâtiment pour illuminer la statue du pharaon. Et n'oublions pas l'encorbellement. Sans cette merveille architecturale, des structures aussi impressionnantes que la pyramide de Khéops n'auraient jamais vu le jour. Les Égyptiens maîtrisaient l'art de faire tenir des édifices majestueux, grâce à leur génie en ingénierie et en construction. Ils ont érigé de vastes salles et des sanctuaires intérieurs qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Et certains de leurs temples servaient également d'observatoires astronomiques. Imagine que tu travailles 7 jours sur 7 sur un grand chantier de construction. Comme des milliers d'autres personnes, tu portes des millions de blocs de pierre et tu les poses les uns sur les autres selon un système complexe. Tu travailles sans équipement de construction moderne. Tu n'as pas de climatisation, ni d'accès permanent à l'eau. Il fait si chaud dehors que tu peux faire frire des œufs sur la route. Tu construis cette pyramide depuis des décennies. Et maintenant, quand elle est enfin terminée, tu apprécies le résultat du travail colossal de milliers de personnes. Tu as devant toi un monument culturel géant de valeur mondiale qui va se figer dans le temps et émerveiller les gens pendant des dizaines de milliers d'années. Quelques milliers d'années ont passé, les gens du 21e siècle voient les pyramides et se disent « Waouh, je ne peux pas croire que des humains aient construit ça ». Oui, les gens qui ont construit les pyramides n'auraient pas apprécié ce genre de remarques. Mais en fait, il y a de bonnes raisons de penser que les gens qui l'ont construit ont utilisé une technologie hors du commun. De l'extérieur, on dirait que les grandes pyramides ne sont que de grands triangles de pierre. Les gens ont simplement posé des blocs lourds les uns sur les autres. Et c'est tout. En fait, la conception semble trop parfaite pour être vraie. La pyramide est constituée de plus de 2 millions de blocs. Ils sont si proches les uns des autres et si réguliers qu'on ne pourrait même pas glisser une fine feuille de papier entre eux. Incroyable! Les scientifiques ne connaissent toujours pas la technologie exacte utilisée pour construire les pyramides égyptiennes. L'une des plus grandes et des plus célèbres est la grande pyramide de Gizeh. Cette énorme construction connue dans le monde entier a un grand secret. Il devait y avoir une pierre de couronnement au sommet de la pyramide. C'est un bloc de pierre de forme triangulaire, une petite pyramide au sommet d'une énorme. La chose est aussi connue sous le nom de pyramidion. Les bâtisseurs de l'Égypte ancienne l'ont fabriquée en granit et en calcaire et l'ont recouverte d'or. Aucun document ou dessin ancien ne permet de prouver qu'il y avait un pyramidion au sommet de la grande pyramide de Gizeh. Mais il existe une autre structure égyptienne ancienne dans ce type de triangle, la pyramide rouge. Elle a été construite avant la grande pyramide et sa pierre de couronnement a survécu jusqu'à ce jour. Les archéologues l'ont trouvée et reconstruite. Mais alors, où pourrait se trouver la pierre de couronnement de la grande pyramide? C'est un mystère qui n'a toujours pas de réponse. Certains sont persuadés que des voleurs l'ont dérobée au sommet. Peut-être ont-ils simplement grimpé et poussé le pyramidion jusqu'en bas. C'est tout à fait logique.
La pierre angulaire était probablement l'élément le plus précieux de la pyramide. De nombreux scientifiques et archéologues ne connaissent toujours pas sa fonction exacte. Certains pensent que ce sommet recouvert d'or glorifiait les pharaons. La nuit, la pierre de couronnement reflétait la lumière de la lune et illuminait tout l'espace qui l'entourait. Pendant la journée, cette pierre reflétait la lumière du soleil avec sa surface brillante. On pouvait la voir de loin. Le sommet de la pyramide était une sorte d'étoile guide pour les voyageurs perdus. Tous les autres blocs de pierre de la pyramide sont constitués de calcaire. Les gens les polissaient pour les faire briller. Dans le passé, ils étaient même très brillants et reflétaient la lumière. On aurait pu voir des pyramides lumineuses depuis l'espace, même si elles ressemblaient à de toutes petites lumières. Au fil des milliers d'années, les vents, les tempêtes de sable et les pluies ont modifié l'apparence des pyramides. Si les gens avaient pris soin d'elles pendant tout ce temps, elles auraient ressemblé à quelque chose sorti des films de science-fiction ou bien aux pyramides de Las Vegas. Mais malheureusement, nous ne verrons jamais leur apparence d'origine. Certains archéologues et scientifiques pensent que la pierre de couronnement pouvait absorber l'énergie du soleil et la répartir uniformément dans la pyramide. Personne ne sait précisément pourquoi les Égyptiens avaient besoin de cette technologie. Il y a une théorie selon laquelle les pyramides sont d'anciens systèmes énergétiques. Les pharaons ont appliqué cette énergie pour utiliser des technologies uniques plus avancées que toutes les réalisations du XXIe siècle. Et la forme triangulaire des pyramides était idéale pour stimuler cette énergie électromagnétique. En théorie, le rayonnement solaire ou les forces électromagnétiques s'accumulent au sommet de la pyramide, remplissent les pièces intérieures, puis descendent le long des murs jusqu'à la base. Toute déformation de la surface pourrait empêcher le flux de se répandre. Ils ont donc dû créer une surface parfaitement lisse. C'est pourquoi ils ont installé les blocs de manière que personne ne puisse glisser une aiguille ou une lame de rasoir entre ceux-ci. Beaucoup de gens croient à cette théorie parce qu'ils ont construit les pyramides en calcaire. Ce matériau peut retenir l'énergie en son sein. Dans la partie intérieure, ils ont créé des dépôts de granit pour provoquer l'ionisation de l'air, c'est-à-dire pour créer une charge électrique. Ils ont également creusé des canaux sous la pyramide pour que l'eau puisse transmettre l'électricité. Et au sommet, ils ont placé une pierre de couronnement en or, le meilleur conducteur d'électricité. C'est ainsi que l'on obtient un grand générateur d'électricité. Différentes cultures ont utilisé des technologies similaires pour créer de l'électricité dans le monde entier. Mais ce ne sont que des théories. Si cela avait fonctionné, l'humanité aurait utilisé ces technologies aujourd'hui. On trouve des traces de l'industrie métallurgique, de la chimie, de l'ingénierie, de la physique, des mathématiques et de l'astronomie dans certains documents anciens. La plupart des scientifiques ne croient pas à toutes ces choses. Nous connaissons les étapes détaillées du développement de ces technologies dans différentes cultures. Au XXIe siècle, les scientifiques, les historiens et les anthropologues peuvent suivre l'évolution de tous les appareils modernes. Si les gens avaient créé certaines inventions technologiques dans les temps anciens, l'histoire du monde aurait été différente. Peut-être que toutes les réalisations de l'Antiquité auraient pu être effacées de la surface de la Terre par des cataclysmes mondiaux. Et cela peut nous arriver à nous aussi. Imagine seulement comment les gens retrouveraient un ordinateur portable dans 5000 ans. Ils ne comprendraient peut-être pas de quel type d'appareil il s'agit. Une autre merveille égyptienne entourée de mystères est la statue du Sphinx. Les Égyptiens l'ont taillée dans une seule pièce gigantesque de calcaire, il y a environ 4500 ans. Mais les scientifiques ne savent toujours pas la date exacte de sa construction ni qui l'a construite. Les Égyptiens ont peint le Sphinx de différentes couleurs, de sorte que son aspect était beaucoup plus brillant et plus vif dans un passé lointain. Il brillait tout comme les grandes pyramides. Quoi qu'il en soit, le temps n'a pas seulement changé son apparence, mais aussi son nom. Au départ, les Égyptiens l'appelaient Ori-Mekhet. Les Grecs l'ont rebaptisé Sphinx quelques centaines d'années après sa construction. Il soulignait la grandeur des souverains d'Égypte. Il remplissait également la fonction symbolique d'un chien de garde qui surveillait la tombe du pharaon et les chemins qui menaient à celle-ci. Cette version semble réaliste, puisque les archéologues ont découvert de nombreuses entrées secrètes au pied du Sphinx. Peut-être que ces pièces et ces tunnels complexes mènent à des salles souterraines contenant des trésors. Et les trésors ne sont pas toujours de l'or ou des bijoux.
Selon les légendes et les théories, le Sphinx garde la salle des archives où sont stockées toutes les connaissances de l'humanité. Les informations sur l'ancien état mythique de l'Atlantide pourraient se trouver ici. Tu peux trouver de nombreuses cartes détaillées des donjons internes du Sphinx sur Internet. Elles montrent des structures de 12 étages de profondeur sous la statue. On dirait une petite ville remplie d'or, de parchemins de savoir et de divers artefacts anciens. Mais on ne peut pas croire toutes ces cartes. Ce ne sont que des théories. Plusieurs milliers d'années se sont écoulées, mais les gens ont en réalité très peu d'informations sur ce sujet. Les archéologues savent qu'il y a encore beaucoup de choses étranges et passionnantes à propos du Sphinx qui n'ont pas encore été découvertes. Les gens du coin ont souvent peur de faire des recherches car ils croient qu'ils peuvent réveiller quelque chose de terrible, des profondeurs souterraines. Par conséquent, ce sont surtout des scientifiques d'autres pays qui mènent les fouilles. En 1998, des scientifiques ont découvert d'étranges tunnels qui menaient à des pièces vides sous le Sphinx. Ils ont constaté que des personnes avaient essayé de passer par ces tunnels dans le passé. Et il est possible que ces personnes aient emporté tous les trésors qui s'y trouvaient. Une des légendes dit qu'un puissant artefact se trouve sous le Sphinx. Son pouvoir pourrait changer le monde entier, mais les habitants le cachent car il pourrait nuire à la planète. Certains pensent que l'on peut trouver des preuves de technologie inconnue peintes sur les murs de granit des tombes des pharaons. Mais le plus probable est que ces peintures et ces signes nous racontent juste les mythes et les légendes de l'Égypte ancienne. Mais que se passe-t-il si les symboles et les dessins égyptiens sont des instructions détaillées pour utiliser les technologies anciennes? Et si les habitants qui vivaient à cette époque pensaient « les gens dans le futur ne seront pas capables d'obtenir de l'énergie par eux-mêmes, alors laissons-leur des instructions détaillées ». Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses énigmes et théories. En réalité, la recherche de réponses est une entreprise dangereuse, car il n'est pas facile de pénétrer dans les salles souterraines. Les fouilles peuvent détruire la structure de l'ensemble du Sphinx. Toute personne qui se trouve dans les tunnels peut se perdre et ne jamais retrouver son chemin. En plus, cela coûte beaucoup d'argent. En fait, ce qui serait génial, c'est que des chercheurs puissent inventer un appareil qui pourrait scanner les zones souterraines et nous montrer des plans détaillés. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même à voir faner. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales est que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille.
En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin, tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pages de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux, ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivirent cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois,
contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'1 siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Supposons qu'une autre espèce, humanoïde ou delphinoïde, ait pu exister il y a des millions d'années. Comment retrouver sa trace ? Dans un épisode de Doctor Who, il était question d'une civilisation industrielle non humaine ayant existé sur Terre bien avant nous. Ces reptiles, appelés siluriens, furent contraints de s'enfoncer dans les profondeurs de la Terre à la suite d'une hausse catastrophique des températures. Ils y survécurent pendant des siècles. C'est ce qui a incité les scientifiques à créer l'hypothèse silurienne. S'il existait une civilisation avancée avant la nôtre, nous devrions en trouver les traces quelque part. Eh bien, essayons. Le climatologue Gavin Schmidt et l'astrophysicien Adam Frank ont décidé de se pencher sur la question. Toute civilisation technologiquement avancée est avide d'énergie. Ces scientifiques recherchent donc des effets globaux qui laisseraient une trace importante. Par exemple, des indices de processus industriels à grande échelle, comme les usines et les fabriques, et leurs résidus. Vient ensuite la question de la durée de vie de ces civilisations. Si elles ont existé sur une longue période, nous devrions rechercher des signes durables, tels que des résidus de combustion de matières fossiles, des extinctions massives, des substances chimiques synthétiques non présentes dans la nature et même des traces de fission nucléaire. En fait, nous devrions rechercher toutes les choses que l'homme laisse aujourd'hui derrière lui comme preuve de ses activités. Malheureusement, ces preuves ne sont pas si faciles à trouver. Imaginons un scénario inquiétant. L'humanité disparaît soudainement. Même si nous avons l'impression que nous avons apporté beaucoup de changements à notre planète, une civilisation future, dans des millions d'années, aurait du mal à trouver des vestiges de notre existence. Pourquoi ? Notre planète existe depuis 4 ou 5 milliards d'années. La vie complexe sur Terre existe depuis plus de 400 millions d'années. En comparaison, notre période industrielle n'a duré qu'environ 300 ans et nous n'avons toujours pas laissé de traces significatives. Nos archives sur l'histoire de la Terre sont pleines de lacunes, surtout si l'on remonte très loin en arrière. Le registre des fossiles ne contient que quelques éléments. Il est très sélectif et incomplet. En moyenne, un fossile apparaît tous les 10 000 ans, et les empreintes de dinosaures sont encore plus rares. Les montagnes s'élèvent, les océans changent, et la tectonique des plaques peut facilement effacer les traces de civilisations entières. Après quelques millions d'années, il y a de fortes chances que tout signe physique d'une civilisation ait disparu. Pour trouver au moins quelque chose, nous devons rechercher des éléments tels que des configurations sédimentaires anormales ou des taux isotopiques inhabituels. En outre, les fossiles se forment principalement dans l'eau, ce qui nous empêche de savoir quelle fut la destinée des créatures terrestres. Ainsi, même s'il existait il y a des millions d'années une société technologiquement avancée, et même si elle était beaucoup plus avancée que la nôtre, nous aurions beaucoup de mal à trouver des indices de son activité. Frank et Schmidt tentent de comprendre comment nous pourrions espérer en repérer les traces. La découverte de véritables villes serait la preuve ultime de l'existence d'une civilisation de type silurien sur Terre. Mais Adam Frank n'est pas très optimiste. Même aujourd'hui, nos villes représentent moins de 3% de la surface du globe. Il est donc facile de passer à côté des ruines d'anciennes cités. La survie d'une ville sur des dizaines de millions d'années dépend du niveau d'affaissement de la terre qui l'entoure. Elle peut soit se retrouver enfermée dans la roche, soit se voir érodée par la pluie et le vent. Ainsi, des lieux tels que le quartier français de la Nouvelle-Orléans
ont plus de chances de figurer dans les archives géologiques que par exemple le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. En ce qui concerne la découverte d'objets anciens, les chances sont également assez minces. Aucun iPhone préhistorique ne survivrait sur des millions d'années, quel que soit son matériau. Trouver des restes fossilisés est peut-être un peu plus probable, mais cela reste problématique. Étant donné que l'homme moderne n'existe que depuis une centaine de milliers d'années, il est tout à fait possible que nous ne voyions tout simplement pas les traces d'une espèce plus ancienne et plus avancée. Mais tout n'est pas sans espoir. Nous pourrions tomber sur ces traces dans les roches. Notre époque chaotique actuelle pourrait laisser une marque dans l'histoire géologique de la Terre. D'autant plus que nous sommes en train de vivre un PETM 2.0. J'y reviendrai dans un instant. Les chercheurs s'efforcent donc d'étudier les changements dans le cycle du carbone. Depuis le XVIIIe siècle, l'activité humaine génère une grande quantité de carbone fossile. Il en résulte une marque particulière dans le rapport isotopique du carbone, une sorte de signature qui montre la différence entre le carbone présent dans les êtres vivants, tels que les coquillages, et le carbone présent dans les roches volcaniques sans vie. Les scientifiques cherchent également à identifier des indices dans la disposition des sédiments. La présence de grands deltas côtiers peut signifier que des rivières artificielles furent autrefois creusées par les habitants d'une civilisation hypothétique. Des traces d'azote peuvent suggérer une agriculture à grande échelle, où l'on utilisait beaucoup d'engrais. Des pics de concentration de métaux dans les sédiments pourraient révéler la présence de rejets provenant d'industries lourdes. Bien entendu, une seule découverte de ce type ne nous apprendrait rien. Selon M. Schmitt, il convient de rechercher plusieurs signes à la fois. En l'absence d'artefacts incontestables, le caractère unique d'un événement ne peut être démontré que par une variété d'indices, et non pas par une série de changements liés à une cause unique. Dans leur quête d'indices de type silurien, les scientifiques ont même décidé d'examiner la Lune. Certains astronomes s'étonnent que personne ne se soit penché sur la question auparavant. Ils ont même plaisanté sur la possibilité que des dinosaures ayant pu construire des fusées et laisser des traces sur la Lune ou d'autres corps célestes. Ces astronomes pensent que les planètes semblables à la Terre ont tendance à effacer les traces de civilisation à leur surface. Ils explorent donc l'idée saugrenue que ces êtres hypothétiques y ont pu voyager dans l'espace. Dans ce cas, des vestiges de leur technologie, appelée technosignature, pourraient en se trouver non seulement sur notre Lune, mais aussi sur des astéroïdes, ou même enfouis sur Mars. Là, ils pourraient perdurer pendant des millions, voire des milliards d'années. Malheureusement, jusqu'à présent, bien qu'ils aient sondé les 380 millions d'années écoulées et examiné tous les événements anormaux, les chercheurs n'ont pas trouvé de traces évidentes d'une civilisation technologique. Mais ils n'abandonnent pas pour autant. Frank appelle à poursuivre les recherches. Par exemple, nous pourrions étudier comment les produits chimiques industriels modernes se conservent dans les sédiments océaniques. Cela pourrait nous aider à identifier des traces chimiques similaires dans l'histoire de la Terre. S'il n'y a pas de traces, pourquoi se donner tant de mal? Ces recherches sont basées sur les récents articles de Schmitt et Frank. Ils se sont penchés sur l'Anthropocène. Il s'agit de la période dominée par les activités humaines sur Terre. Elle est remplie de ce que l'on appelle des hyperthermies. Il s'agit d'événements préhistoriques au cours desquels les températures sur Terre ont fortement augmenté sur une période relativement courte. Des sortes de vagues de chaleur extrêmes du passé. Le maximum thermique du passage Paléocène-Éocène, ou PETM, en est un bon exemple. Ce phénomène, qui s'est produit il y a environ 55 millions d'années, s'est traduit par une hausse rapide des températures mondiales. En l'espace de 200 000 ans, la température moyenne sur Terre est passée d'environ -12,8 à -10 degrés Celsius. Nous étudions ces hyperthermies pour comprendre comment elles se sont produites, qu'elles soient dues à des causes naturelles ou à des activités humaines. Et elles sont donc à l'origine des recherches de Frank et Schmitt. Pour les étudier, les scientifiques ont commencé à examiner les signaux chimiques et leurs différentes traces présentes dans les roches. Ce faisant, Schmitt et Frank ont découvert d'étranges parallèles entre tous les problèmes climatiques actuels et les périodes passées de changements rapides de température. Il existe une grande similitude entre le PETM et d'autres événements hyperthermiques. Tous ces travaux ne visent donc pas seulement à résoudre un mystère historique. Comprendre notre impact sur l'environnement peut nous aider à trouver de meilleurs moyens de vivre en harmonie avec la planète et d'éviter de disparaître en tant qu'espèce. Notre Voie lactée regorge de planètes qui pourraient être propices à la vie.
Mais nous ne savons pas s'il existe d'autres civilisations. La Terre est le seul endroit que nous connaissons où vivent des êtres vivants. Il y a environ 200 ans, on se demandait s'il n'y avait pas une civilisation sur Mars. À l'époque, c'était une vraie question. Mais une fois que nos sondes spatiales nous ont envoyé des photos, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre, et nous sommes un peu passés à autre chose. Aujourd'hui, cette question n'est même plus considérée comme un sujet scientifique sérieux. Elle est même un peu ridicule. Mais personne n'a encore fixé de limite claire à ce qui aurait pu se produire sur notre propre planète il y a très longtemps. Même nous n'avons aucune preuve. Nous ne devrions pas écarter cette possibilité. N'oublions pas que l'humanité a mis du temps à identifier les dinosaures. Les Siluriens attendent peut-être patiemment leur heure. Dans l'Égypte ancienne, les gens portaient de lourds bracelets de la taille d'un beignet, des boucles d'oreilles géantes et des colliers sertis de perles et de pierres. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ils trouvaient la force de supporter le poids de tous ces bijoux. Ils ont aussi inventé les perruques. Certains anciens Égyptiens n'avaient probablement pas envie de se coiffer tous les matins. Il suffisait donc de se raser la tête, d'enfiler une perruque et d'arriver au travail à l'heure. Certaines perruques contenaient d'ailleurs aussi des bijoux. La plupart des vêtements égyptiens étaient en lin, ce qui n'est pas surprenant vu les températures qui règnent là-bas. Mais même s'ils portaient des vêtements assez simples, leurs bijoux devaient être voyants. Riches ou non, un grand collier était indispensable. S'ils voulaient faire tourner les têtes, ils devaient être en or, mais les métaux moins coûteux étaient aussi populaires. Regarde de plus près ces peintures égyptiennes. Tu vois ces cônes aux formes étranges qui sortent de la tête des personnages ? Ce cône était fait d'un mélange de cire et d'huile. Et il était censé fondre sous l'effet de la chaleur du corps, afin de répandre des huiles odorantes partout. Cléopâtre avait un maquillage caractéristique au niveau des yeux, et les Égyptiens ont probablement été les premiers à inventer le mascara. Ils mélangeaient du miel, de la suie, de l'eau et de la bouse de crocodile. Ils appliquaient ce mélange directement sur leurs cils et leurs sourcils. Ça ne sentait probablement pas si bon que ça, mais au moins c'était plus sûr que les eyeliners toxiques au plomb que les gens ont ensuite utilisés. Tout était naturel. Les Grecs anciens ont piqué quelques idées de style à leurs voisins égyptiens, mais ils portaient des habits en laine, beaucoup plus chauds. Leurs vêtements n'étaient pas disponibles dans beaucoup de couleurs, ils étaient blancs la plupart du temps. Mais si quelqu'un voulait vraiment porter une tenue colorée, il devait l'atteindre lui-même avec des insectes. Ce n'est pas seulement un truc du passé. Chaque fois que tu manges un bonbon enrobé de sucre, souviens-toi qu'une partie du colorant pourrait provenir de scarabées. C'est la même chose pour ton rouge à lèvres d'ailleurs. Si tu étais un Grec ancien riche, tu pouvais acheter du coton. De là à savoir si tu es aussi élégant qu'un noble Grec ancien avec ton t-shirt en coton, c'est une autre histoire. Tu prends probablement pour acquis cette étagère de chaussures que tu ne portes jamais. Mais pour un Grec ancien, les chaussures étaient un privilège. Il marchait la plupart du temps pieds nus. Tout comme les Égyptiens, les Grecs adoraient les perruques. Elles étaient principalement faites de cheveux naturels. Bien plus tard, au Moyen-Âge, les gens poudraient leurs perruques en essayant de leur donner une senteur de lavande ou d'orange. À cette époque, le savon n'existait pas vraiment. Alors, une perruque poudrée était très pratique lorsque les gens avaient besoin de couvrir des odeurs indésirables. Les vêtements de la Rome antique étaient assez semblables à ceux portés en Grèce. Il y avait deux principaux types de vêtements, les toges et les tuniques. Les tuniques étaient portées par tout le monde, tandis que seuls les citoyens nobles pouvaient porter des toges par-dessus leurs tuniques. Les toges étaient extrêmement larges et pouvaient atteindre 5,50 mètres de long. Il était donc impossible de les enfiler sans l'aide de quelqu'un. Si tu n'étais pas le genre de femme qui aime faire la vaisselle, tu aurais aimé porter une robe avec des bliots. Il y a plusieurs siècles, les femmes portaient des vêtements aux manches ridiculement longues pour montrer à quel point elles étaient nobles. Imagine-toi en train de laver le sol avec 15 cm de manches supplémentaires. Même si ces manches limitaient beaucoup les mouvements, elles étaient très tendance dans la France médiévale. Il y a des centaines d'années, beaucoup d'Européens portaient des chaussures que l'on trouverait aujourd'hui ridicules. Ces chaussures avaient une caractéristique unique, des bouts pointus extrêmement longs. Plus la personne était noble, plus les pointes étaient longues. Mais si elles étaient trop longues, elles commençaient à s'affaisser. Alors, les gens les rembourraient avec de la mousse ou même du crin de cheval, ce qui les faisait ressembler à d'énormes becs. À l'époque, les femmes avaient aussi leur mode. Par exemple, elles se rasaient les sourcils. Le front était le trait du visage à la mode à l'époque, et elles voulaient qu'il se démarque.
En Angleterre aussi, certaines modes de l'époque sembleraient déroutantes aujourd'hui. De nos jours, les gens sont capables de dépenser des milliers d'euros pour rendre leur sourire parfait, blanc et brillant. Mais à l'époque de l'Angleterre des Tudors, les femmes noircissaient artificiellement leurs dents pour paraître riches. Le sucre était difficile à trouver et seuls les plus riches pouvaient se le permettre. On croyait donc que plus on était riche, plus on pouvait manger de sucre et plus les dents devenaient noires. Si tu as déjà de fausses dents noires et que tu veux adopter le style Tudor jusqu'au bout, essaye ce look. Au XVIe siècle, les hommes et les femmes remplissaient leurs manches de coton, de laine et de sciure de bois. Il s'agissait en fait de faux muscles, comme ce t-shirt que tu peux aujourd'hui te procurer pour aller sous ton costume de Superman. Plus les manches étaient rembourrées, plus tu avais l'air fort. Certains hommes rembourraient la zone de leur mollet et même leur ventre, juste pour avoir l'air plus musclé. Maintenant, ajoute une collerette autour de ton cou, soutenue par un corset en métal pour que tout soit bien serré. Et voilà, tu es un vrai Tudor. Si tu étais né à Venise au XVIe siècle, il te fallait des chopines. Ces chaussures à l'aspect inconfortable ont été créées pour marcher dans la boue, mais la vraie raison pour laquelle elles sont devenues populaires, c'est l'Instagram vénitien d'il y a 500 ans. Les chaussures te faisaient paraître plus grand. Or, plus tu étais grand, plus tu étais important. Les fashionistas de l'époque faisaient peindre des portraits d'elles-mêmes alors qu'elles portaient ces chaussures. Déjà à l'époque, il fallait rendre ses amies jalouses. Le macaroni n'est pas seulement le meilleur ami du fromage. C'est aussi une façon de s'habiller qui signifiait que tu avais une sacrée classe. Si tu veux adopter le style macaroni, voici ce qu'il faut faire. Vivre au milieu du XVIIIe siècle, avoir une perruque d'une taille extrêmement exagérée, avec un tout petit chapeau et une plume sur le dessus, porter des bas de couleur vive, de préférence à rayures, porter un pantalon le plus serré possible. Idéalement, il devait ressembler à un legging. Mais souviens-toi qu'il n'y avait pas de lycra à l'époque. Complète le tout avec une canne de marche. Et maintenant, prépare-toi à ce qu'on se moque de toi pendant les prochaines décennies, voire les prochains siècles. Au XIXe siècle, les choses ne sont pas devenues moins excentriques. Les robes à volants excessivement larges étaient à la mode, mais malheureusement, elles prenaient feu souvent. Des tests ont révélé que ce type de robe pouvait être réduit en cendres en moins d'une minute. Les chaussettes étaient fabriquées avec de l'aniline, une matière qui pouvait être très nocive. Les chapeaux étaient faits de fourrure et les chapeliers utilisaient du mercure pour coller la fourrure ensemble afin de fabriquer du feutre. Les personnes qui les portaient inhalaient donc des gaz toxiques en permanence. Un autre ingrédient toxique largement utilisé était l'arsenic. Dans l'Angleterre victorienne, les vêtements verts étaient obtenus par de longs traitements chimiques avec de grandes quantités de teinture toxique. Mais au moins, les robes vertes étaient extrêmement chères, donc seuls les riches y étaient exposés. Pour compléter le look, les stylistes recommandaient de se teindre les cheveux en châtain, la couleur la plus en vogue à l'époque. L'acide sulfurique fonctionnait le mieux et pouvait rendre plus clairs même les cheveux les plus noirs. Donc, pour résumer, les gens se mettaient délibérément des toxines et du poison partout sur eux. Les femmes victoriennes portaient des robes qui les empêchaient quasiment de s'asseoir ou de marcher. Elles portaient de lourdes crinolines, en gros une cage qui faisait paraître leur robe plus grande, et des corsets en métal avec un rembourrage en crin de cheval. Les hommes de l'époque victorienne n'étaient pas beaucoup mieux lotis. Ils épinglaient des cols amidonnés et indéformables à leurs chemises, et les choses pouvaient devenir assez sérieuses s'ils s'endormaient accidentellement en les portant. Nous sommes maintenant au XIXe siècle aux États-Unis et ils utilisent aussi de l'arsenic dans leurs cosmétiques. Les fabricants promettaient que leurs produits aideraient à se débarrasser de toutes les imperfections du visage. La quantité d'arsenic qu'ils ajoutaient aidait effectivement à éclaircir la peau et à la rendre plus pâle. Mais les fruits et les légumes auraient fait le même travail sans être aussi nocifs. La crème radioactive ne semblait pas absurde au début du XXe siècle. Ce produit riche en radium était censé effacer toutes les rides et te faire paraître au moins 20 ans plus jeune. Mais la pire tendance de mode du début du XXe siècle était sans doute la jupe clopinante. Elle était conçue pour que tes jambes soient presque attachées ensemble. On pensait que cela les rendait plus fines. Et c'était aussi un excellent moyen de réduire les coûts en utilisant moins de tissu. Eh bien, que ne ferait-on pas pour être beau ?